Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints depuis la dernière vidéo, bienvenue notamment à tous les membres des communautés Facebook, notamment Égyptomanie, J'aime l'Égypte antique, etc. Ne m'en voulez pas de ne pas citer l'ensemble des pages, mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Cette vidéo, c'est la suite de mon entretien avec Dimitri Labourie. Le précédent, il nous a donc parlé d'Hatchepsout, de la reine pharaon Hatshepsut. Et dans cette deuxième partie, il parle des peintres, des artistes de la nécropole thébaine. On reste sur la 18e dynastie. Si vous aimez la vidéo, comme d'habitude, cliquez sur j'aime. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir la notification. Oui, je sais, à chaque fois je disais de vous abonner pour avoir la notification, mais on m'a appris qu'en fait, ça ne marche pas comme ça. C'est parti et on écoute. Alors, dans les entretiens précédents, a été abordée à plusieurs reprises la question de l'art en Égypte antique. Et vous allez à présent aujourd'hui parler spécifiquement des peintres de nécropole thébaine sous la 18e dynastie, puisqu'on reste en 18e. Et en quoi ces artistes-là, de cette nécropole en particulier, constituent un intérêt particulier d'étude. Alors, je m'intéresse aux peintres dans la nécropole thébaine parce que j'ai un gros projet sur les peintres et les pratiques picturales dans la nécropole thébaine, mais il faut peut-être que je vous resitue un petit peu le contexte pour vous expliquer pourquoi je cherche ces peintres dans la nécropole thébaine. Alors, d'abord, la nécropole thébaine, donc ça vient, nécropole est un terme un peu savant, qui vient du grec nécropolis, qui signifie la ville des morts. Donc c'est le lieu où les Égyptiens allaient enterrer leurs morts dans la région thébaine. C'est juste à côté de la vallée des rois, ou plus exactement la vallée des rois fait partie de la nécropole thébaine, mais il y a une partie royale, et puis il y a une partie destinée à l'élite, et c'est là en fait où nous travaillons. Alors la question de l'artiste dans l'Égypte ancienne, c'est une question qui est à mes yeux, en tant qu'historien de l'art au sein de la nébuleuse disciplinaire de l'égyptologie, est une question qui est à mes yeux absolument essentielle. En effet, l'Égypte ancienne est une de ces rares civilisations qui a à ce point investi dans la production et la consommation d'œuvres d'art ou d'œuvres investies d'une qualité esthétique particulière. C'est ce qui fait encore en grande partie son attrait aujourd'hui et la fascination qu'elle exerce sur nous. Donc on a une civilisation particulièrement artistique qui d'ailleurs avait développé, on pourra peut-être en rediscuter une autre fois ou dans la suite de notre discussion, un concept d'art beaucoup plus proche que celui que les Grecs et les Romains avaient développé, beaucoup plus proche de notre concept actuel d'art, et donc ils font la distinction entre des objets qui sont simplement produits et des objets qui sont dotés d'une valeur ajoutée d'ordre esthétique particulière, ce qui est vraiment la définition de ce qu'est l'art, quelle que soit la civilisation qu'on l'envisage dans une perspective en fait un petit peu anthropologique. Alors, dans le contexte égyptien, qui est extrêmement pharaocentriste en fait, aborder l'artiste apparaît assez difficile, et souvent l'égyptologie a esquivé la question en se disant, en fait, les artistes sont évanescents, ils sont là, ils fabriquent des choses, mais ce sont des tâcherons, des artisans au service de Pharaon. Alors quand on analyse ça d'un point de vue administratif et logistique, il est évident en effet que les ressources de production artistique sont monopolisées par Pharaon. C'est lui qui produit les artistes, c'est lui qui est leur premier employeur, c'est lui qui les nourrit, etc. Et donc ils sont embrigadés, si vous voulez, dans une sorte d'armée de chaînes opératoires qui produit les temples, qui produit les grands monuments royaux, où l'individualité de l'artiste se dissout évidemment, puisque vous avez une multiplication des intervenants. Si on a un dessinateur qui crée le modèle initial, ben vous avez une armée de sculpteurs, une armée de peintres qui viennent finaliser les reliefs, et finalement l'individualité, elle se dissout dans cette multiplication des acteurs artistiques. Donc la question se pose, comment en fait l'aborder? Alors c'est là que les méthodologies plus traditionnelles de l'histoire de l'art sont intéressantes. En fait, l'artiste, il émerge lorsque il y a une négociation avec son commanditaire. C'est-à-dire que comme tous les artistes dans l'Égypte ancienne, ils appartiennent en quelque sorte à Pharaon, ils travaillent pour Pharaon presque en chaîne directe, leur individualité est complètement effacée, comme je le disais tout à l'heure. Par contre, lorsque des membres de l'élite doivent distraire ces artistes, et si possible les meilleurs, de leur travail habituel pour travailler pour eux-mêmes, dans un emploi personnalisé, évidemment se met en place une négociation, puisque le commanditaire ne veut pas n'importe quel artiste, il veut tel artiste particulier. Et cet artiste particulier se retrouve avec une marge de manœuvre, puisqu'il peut dire « Vous voulez que ce soit moi ? Alors les conditions sont telles et telles ».
Et donc, c'est dans l'art privé que l'on va voir fleurir des traces d'individualité d'artistes, notamment des signatures, parce que contrairement à ce qu'on croit, l'art égyptien regorge de signatures. J'ai une de mes doctorantes qui est en train de terminer sa thèse de doctorat sur les représentations des artistes en tant que corps de métier, en tant qu'individu dans l'Égypte ancienne. Et là, environ 900 attestations nominatives d'artistes dans l'Égypte ancienne. Donc, qu'on ne vienne plus me dire qu'il n'y a pas d'artistes dans l'Égypte ancienne, on peut en identifier 900 nominativement. Alors, dans les œuvres privées, il leur arrive de signer, il leur arrive aussi de manifester des styles ou des choix individuels. Et c'est ça que nous étudions dans la nécropole thébaine avec les pratiques picturales, comme on appelle ça, c'est-à-dire la manière dont ils utilisent la procédure picturale habituelle pour peindre une tombe de leur propre manière, si vous voulez, s'ils ont des façons particulières. Et une fois qu'on a compris cette approche-là, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas deux peintres les mêmes. Et nous faisons ça en particulier dans le cadre d'une mission archéologique belge dans la nécropole thébaine, qui est co-dirigée par mon collègue Laurent Bavet de l'Université libre de Bruxelles, ancien directeur de l'Institut français d'archéologie orientale, et moi-même. Laurent s'occupant plutôt des aspects archéologiques, et moi plutôt en fait d'une approche archéologique des peintures, où on essaye d'aborder ces peintures sous l'angle technologique, d'essayer de voir quelle est la séquence de gestes qui a été pratiquée pour produire ces peintures. Et pour la peinture, c'est particulièrement intéressant parce que la peinture, si vous regardez dans sa matérialité, c'est une sorte de stratigraphie, en fait. Ce sont des couches de couleurs qui se superposent pour ne pas avoir des blancs entre des plages différentes, et où vous pouvez, à l'aide notamment d'une lumière rasante, très facilement détecter les coups de pinceau. Et donc ça veut dire qu'on peut suivre en fait les gestes du peintre et rentrer vraiment dans l'intimité du travail du peintre. Et grâce à cette démarche et à des comparaisons, évidemment, il faut créer un référentiel pour voir ce qui est spécifique et ce qui est commun. On arrive à identifier des peintres, et c'est ainsi que, par exemple, dans notre concession, on a pu identifier un peintre qui a travaillé dans 3 tombes contemporaines, les unes à côté des autres. Alors, on ne sait pas son nom. Et je pense que, en tant qu'historien de l'art, c'est très intéressant de ne pas savoir son nom, parce que ça permet de montrer que le but n'est pas de mettre une étiquette nominative en disant c'est le peintre machin ou un tel, mais on peut faire ce que j'appelle du profilage artistique, c'est-à-dire de montrer que ce peintre, celui dont je vous parle à l'instant, il était lettré, il sait écrire en hiératique, il s'intéresse particulièrement à certains types de motifs, d'autres motifs l'ennuient, il travaille avec une procédure d'un type particulier, et c'est comme ça qu'on peut un petit peu identifier son profil artistique. Et ces signatures, ça prend quelle forme? Est-ce que c'est sous forme de hiéroglyphe? Est-ce que c'est un type de dessin? Est-ce que c'est un coup de pinceau? Est-ce que c'est un cartouche? Non, ça me surprend. Alors, l'histoire de l'art, là aussi, est très intéressante. Elle a quelques leçons à rappeler à l'égyptologie. Les artistes ont toujours rivalisé d'ingéniosité pour signer leurs œuvres. Donc, il y a 1001 façons, enfin, peut-être pas 1001, mais c'est parce qu'on est en Orient, donc je parle de 1001, mais il y a de très nombreuses façons de signer une œuvre. Il faut savoir que dans une communauté qui est assez restreinte, évidemment, tout se savait. Et donc, si tel vizir avait pu avoir tel grand artiste de l'époque pour faire sa tombe, en fait, toute sa communauté devait le savoir. Et donc, l'artiste, il peut signer avec une façon de faire particulière, qui lui est propre. Il peut bien sûr signer en mettant son nom. Donc, on a des signatures où il dit « fait par tel artiste ». Il peut avoir des signatures un peu plus subtiles. Donc, je pense par exemple, il y a une tombe de l'époque de Toutmose IV, dans la nécropole thébaine, du grand prêtre en second d'Amon, qui a employé le chef peintre de Karnak, qui était sous ses ordres, et il lui a dit « Bon, bah, tu vas aussi travailler dans ma tombe personnelle ». Et ce peintre s'est inclus dans sa composition. C'est ce que certains historiens de l'art ont appelé des autoportraits in assistenza, d'une expression italienne, parce que ça a été mis en évidence surtout pour les autoportraits dans la Renaissance italienne, où le peintre, en fait, s'inclut dans sa propre composition, et il va vous laisser quelques indices pour que vous compreniez qu'il est peintre. Et donc il va se mettre dans une scène, à 2 reprises, dans une place assez prééminente. Il va laisser dépasser de sa ceinture une énorme palette avec plusieurs godets qui indiquent qu'il ne s'agit pas d'un scribe mais d'un peintre. Et pour être vraiment sûr, sur une de ces 2 représentations, qui sont face à face sur 2 murs qui sont en vis-à-vis, il va noter le peintre d'Amon ou Zérat.
et comprend qui peut, évidemment. Exactement comme à la Renaissance, c'est une sorte de peinture savante. Celui qui sait lire et qui a compris, même sans savoir lire, grâce à la peinture de peintre qui est dans sa ceinture, en quelque sorte, il va comprendre, ah oui, ce peintre qui est dans une place particulière, c'est certainement l'auteur de l'œuvre. Et donc ils ont des façons de signer qui peuvent être parfois extrêmement subtiles, mais notamment en s'incluant dans la composition qui vient de leurs mains. Et est-ce que il y a certains des peintres qui se distinguent dans leur manière de peindre d'autres? Est-ce qu'on a des distinctions particulières? Alors, l'art égyptien, comme tout art, évidemment, comme tout art en réalité, est très formaté et formatant. Il y a des cadres qu'il faut respecter et qu'ils respectent peut-être même sans s'en rendre compte de façon totalement consciente, puisqu'elle vient en fait de leur éducation en tant que peintre. Maintenant, il y a des façons de faire qui sont spécifiques. Donc le peintre dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a repéré dans Trois tombes, on le repère à son style particulier. Et j'ai parfois dit à certains colloques que c'est une sorte de Rembrandt dans un monde de Van Eyck, c'est-à-dire que à l'époque où il est en fonction, en fait, on est encore dans un style très calligraphique, très léché, où on accorde beaucoup d'attention aux détails, et lui a une façon beaucoup plus rapide de faire les motifs parce qu'il a des traits très sûrs. Il est très sûr de sa main, c'est un grand maître, et donc en fait il a une manière beaucoup plus expéditive. C'est une manière de s'identifier, de se signaler par rapport aux autres. On connaît aussi un cas à la 20e dynastie, à l'époque ramesside, extrêmement intéressant. C'est le peintre Amenhotep, fils d'Amenakté, qui est un personnage qu'on suit très très bien historiquement. On a beaucoup de données sur lui. Et on a notamment des ostracas qu'il a fait. Donc ce sont des éclats de calcaire sur lesquels il a dessiné. Souvent, ce sont des petites stèles pour ses collègues du village de Der el-Médine pour pouvoir prier, pour pouvoir s'adresser aux dieux. Et une collègue malheureusement décédée, Candy Keller, de l'université de Berkeley en Californie, avait pu mettre en évidence qu'il y a deux façons de faire de ce même peintre. Et lui signe en fait ses productions, donc on est sûr que c'est lui. Et il y a un style formel, comme elle le disait, et un style plus informel, où quand il fait ça pour lui ou pour ses copains, eh ben, il va plus vite et il se laisse plus aller à quelque chose qui est moins cadré par les règles de l'art égyptien. Alors ça reste de l'art égyptien, pour un néophyte ça reste complètement égyptien, mais quand on regarde de près la manière dont les traits sont faits, on voit qu'il y a un style beaucoup plus libre. Donc il y a des styles pour un seul peintre, comme pour tous les peintres dans l'histoire de l'art, hein, pensez à Picasso et ses différentes périodes. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. J'en profite pour vous conseiller d'aller voir la chaîne Le Pharaon, oui, comme dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre, où Simon Thuot, docteur en égyptologie, vous présente différents thèmes, différentes périodes de l'histoire. C'est vraiment top, je vous recommande. Voici par exemple un lien sur une de ses vidéos ici. Et n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et également à partager, vous verrez, c'est vraiment super. À bientôt!